Bonjour, Frédéric Lérec, quelques mots pour me présenter. Donc, je suis un des partenaires d'Avencor, j'ai 25 ans d'expérience dans le conseil, principalement sur tous les sujets de transformation, et transformation qu'elle soit organisationnelle, managériale ou culturelle. Et bien sûr, une expérience assez importante sur les sujets de conduite du changement, parce qu'elles font bien entendu partie intégrante de toute transformation. Et bonjour, Julie Hazard, je suis manager chez Avencor que j'ai rejoint il y a 8 ans. Je suis certifiée par Prosky en gestion du changement et j'ai déjà pu appliquer les méthodes Kiprodic à travers de nombreux projets opérationnels qui étaient structurants pour nos clients et qui nécessitaient un volet accompagnement du changement plus poussé. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Avencor et qui nous sommes. Donc, Avencor, on est une société bien sûr de conseil spécialisée sur tous les sujets de compétitivité industrielle et de transformation des organisations. Nous sommes globalement 130 consultants répartis sur 5 bureaux entre la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Asie. Nous avons 4 grands métiers. Le premier, on accompagne nos clients sur tous leurs sujets de stratégie de croissance et notamment la stratégie industrielle, les sujets d'amélioration de la performance. Quand on parle de performance, soit de performance produit, soit de performance de processus, soit de la performance de leur site industriel. Troisième métier, la transformation des organisations, transformation des modèles opérationnels, transformation des organisations, transformation culturelle. Et toutes nos missions de change management font partie de cette practice. Et enfin, la dernière, Data Science et AI, sont notre équipe spécialisée sur la data, notre équipe de data scientists qui travaille sur un certain nombre de projets où la data est au cœur des enjeux et au cœur de la solution que l'on apporte. On travaille avec l'industrie qu'avec l'industrie, mais par contre, avec tout type d'industrie, aussi bien sur les sujets, sur le secteur de l'énergie, l'aérospace, l'agroalimentaire, le luxe, l'ensemble des mobilités, de l'automobile, donc tout type d'industrie, mais l'industrie exclusivement. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors peut-être pour commencer, j'aimerais poser une conviction simple. Dans les transformations industrielles, le sujet n'est pas seulement de concevoir la bonne solution, mais de créer les conditions pour qu'elle soit réellement adoptée par le terrain. Et dans un projet, il y a en réalité 2 chantiers à mener en parallèle. Le premier, c'est créer la solution, le projet business, par exemple un nouvel outil, un nouveau processus, une nouvelle organisation. Et le second, c'est de créer les conditions de son appropriation. Comment on clarifie les nouvelles attentes, comment on accompagne les managers, les collaborateurs, comment on mobilise les équipes, comment on les forme et comment globalement on fait évoluer leurs habitudes de travail au quotidien. Si je prends un exemple extrêmement concret pour illustrer cette dualité, la mise en place d'un nouvel outil de suivi des coûts. L'enjeu n'est pas la mise en place de l'outil lui-même, l'enjeu est de permettre aux managers de mieux piloter leurs coûts, de se sentir peut-être plus responsables de leur PNL et de leur donner les clés et les outils pour identifier des leviers d'amélioration de ce PNL. Et cela, ça ne se décrète pas. Cela suppose d'accompagner les équipes, de clarifier les nouvelles attentes, le nouvel périmètre de rôle et de faire évoluer également les pratiques managériales qui permettent à ces collaborateurs d'agir différemment. Et c'est tout l'enjeu de la conduite du changement, faire en sorte que le projet business produise un impact réel parce que l'organisation et l'ensemble des équipes sont prêtes à les adopter. Alors, je vous invite à réfléchir peut-être aux transformations auxquelles vous avez été confrontés et vous allez probablement reconnaître un certain nombre des pièges ou du moins des difficultés que l'on rencontre régulièrement. Un diagnostic de la situation initiale qui n'est pas partagé de la même façon par tout le monde, un impact terrain qui va être sous-estimé, une perte de direction ou de confiance tout au long du projet de transformation, ou parfois des projets IT qui sont réduits à l'outil lui-même. Et en général, ces situations partent assez vite quand on les a déjà vécues. Leur point commun est simple, elles finissent toujours toutes par fragiliser l'adhésion et donc la capacité à exécuter. D'où l'idée que l'on souhaite aborder en premier lieu dans le prochain slide,
c'est précisément notre règle d'or, qu'on voit souvent un peu sous-estimée lors de nombreux projets. Donc, comment définir la stratégie de changement avant même d'initier le changement? Comment ne pas attendre que les résistances montent pour parler d'adhésion, ne pas attendre que les équipes se désalignent pour clarifier la direction, ne pas attendre que le terrain décroche pour se demander comment rendre la transformation concrète et concrète et pragmatique au quotidien. Tout cela se prépare en amont, le pourquoi, les impacts, les messages, les conditions d'appropriation. Et idéalement, on définit aussi dès le départ qui embarquer et surtout comment travailler et co-construire le projet business. Très concrètement, sur une mission récente avec un industriel, on a commencé par travailler avec une équipe très resserrée sur cette stratégie de changement et le but était de définir cette séquence, la meilleure séquence, par où commencer, sur quel site, avec quelles équipes et surtout comment co-construire en priorité, non pas le projet, mais un pilote de projet. On a également fait le choix de s'appuyer sur des forums managériaux existants plutôt que de créer de nouveaux formats de communication et de rassemblement. Et l'idée était d'utiliser ces moments pour partager leur mission, faire passer un certain nombre de messages, mais aussi recueillir des réactions et commencer même à travailler avec ces managers. Au fond, ce qui fait la différence entre une transformation qui reste théorique et une transformation qui produit un impact réel, c'est la manière dont le changement est préparé et planifié. Quand on anticipe, quand on embarque, quand on choisit clairement comment on va s'y prendre, alors le changement ne subit plus le projet business, il devient une force d'entraînement. Et c'est cette conviction qui est à l'origine et qui a guidé la formalisation des grands apprentissages qui sont issus de notre expérience. Grands apprentissages que je vais vous partager. On liste ici 3 étapes importantes. La première à gauche, expliciter le changement. Pourquoi on change, vers où on va. La deuxième, équiper et outiller le changement. On crée les conditions de succès, des conditions qui peuvent être soft ou hard, pour que les collaborateurs soient en mesure de dire « je suis capable de ». Et la troisième, qui est plutôt sur l'ancrage de la transformation, on s'assure que les nouveaux modes de travail, les nouveaux outils, les nouvelles organisations soient bien utilisés dans la durée et pas juste le temps de l'effort qui a été mis dessus. Vous le voyez ici, il y a 12 sous-éléments de ces 3 étapes. C'est des éléments qu'on ne va pas tous pouvoir expliciter aujourd'hui. Nous n'avons que 45 minutes. On se propose de vous en présenter 4 qui sont encadrés. C'est pour la partie State the Change, la One Shared Story et le Playbook. Comment on rend le changement concret pour l'ensemble des gens qui vont le vivre, ce changement. Pour la partie du milieu, les changements iconiques, l'importance d'avoir un signal de départ qui acte le début d'un nouveau mode de travail, d'un nouvel outil, d'une nouvelle organisation. Et enfin, les communautés comme un vecteur de changement durable. Il fallait faire un choix parmi ce qu'on souhaitait partager. On ne mentionnera donc pas aujourd'hui des éléments clés comme par exemple le développement des compétences, même si bien sûr ce n'est pas moins important que la sélection qu'on vous propose aujourd'hui. On va rentrer dans le détail de... Et d'ailleurs, si vous souhaitez qu'on fasse d'autres webinaires sur les autres sujets, surtout n'hésitez pas à nous dire en question ou en commentaire. On les organisera avec grand plaisir. Des webinaires ou des calls particuliers, si vous avez des questions précises, bien sûr, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Tout à fait. Nous allons rentrer dans le détail de chacun des 4 éléments sélectionnés. Nous n'allons pas rester trop théoriques et illustrer chacun par des exemples concrets, mais à nouveau, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Donc, un élément central et primordial et souvent au début de toute transformation, c'est la One Shared Story, ou encore en français, le récit partagé. Dans une transformation, si on comprend les choses différemment, très vite les messages se brouillent, les priorités se dispersent et l'adhésion des collaborateurs devient plutôt fragile. L'enjeu est donc de construire un récit commun qui soit simple, pragmatique et cohérent. Simple pour être compris par tout le monde, pragmatique pour parler du terrain et cohérent pour éviter les dissonances dans l'organisation. Et ce récit partagé, c'est ce qui permet de donner du sens au changement sans rester dans quelque chose de trop théorique ou de trop corporate. Dans beaucoup de transformations, et on en rencontre beaucoup avec nos clients, les entreprises travaillent très souvent leur message. Il y a des supports, des éléments de langage qui sont communiqués, des kits de com qui sont préparés. Donc, le sujet n'est pas du tout l'absence de communication.
le problème ou le sujet, souvent, ce sont des messages trop généraux ou trop centrés sur la solution, l'outil, le process ou le modèle, et pas assez sur ce que cela change réellement pour les équipes. Et parfois, c'est également l'inverse. Donc, c'est très précis, mais chacun adapte le message pour son propre périmètre, son pays, son entité, son métier. Et on finit souvent par avoir plusieurs récits dissonants qui coexistent. Par conséquent, souvent, les entreprises communiquent, mais sans vraiment créer une compréhension partagée, une compréhension commune du changement et des attentes. Les collaborateurs entendent bien sûr qu'il faut changer, mais ne voient donc pas toujours clairement pourquoi, ni cela implique concrètement pour eux au quotidien. L'idée vraiment de la One Share Story, c'est justement de dépasser cela. Il s'agit de construire un récit à la fois inspirant pour donner ce sens et pragmatique pour répondre à une question simple. Qu'est-ce que cela change pour nous demain matin, pour l'ensemble des collaborateurs? Cela suppose bien sûr un socle commun, cohérent à toute l'organisation, avec des messages simples, concrets et crédibles, on l'a déjà dit, mais que les managers puissent reprendre, mémoriser et expliquer simplement aux équipes. Ensuite, ce socle commun peut être ajusté au plus près de la transformation à l'échelle d'une BU, d'une business unit, d'un métier, d'une géographie, tout en gardant cette logique d'ensemble. Et pour que ce récit soit crédible et compris par les équipes, il doit être nourri par la réalité du terrain et pas seulement être construit de façon descendante. Donc la vraie question maintenant qu'on peut se poser, et c'est aussi notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un certain nombre de tips ou des apports concrets. Sur cette diapositive, on a essayé de rédiger un script de One Share Story. Attention, l'idée n'est pas de suivre ce format figé, néanmoins il peut vous inspirer et c'est une structure d'un récit efficace qui fonctionne. Il faut d'abord poser l'ambition, une ambition claire, le modèle qui est visé, les capacités ou les compétences à développer, la direction dans laquelle on veut aller et le contexte dans lequel la transformation doit ou va avoir lieu. Ensuite, il est important de reconnaître la réalité, les obstacles, les tensions. Sans cela, le récit perd en crédibilité et en authenticité et il est déconnecté de la réalité des collaborateurs et des équipes. Et enfin, il faut le mettre en mouvement en activant plusieurs leviers. La compréhension du besoin de changer, le sentiment d'appartenance, l'énergie collective, mais aussi des repères concrets sur les nouvelles compétences et pratiques attendues. C'est ce mélange entre direction, réalisme et mise en action qui rend un récit de transformation réellement mobilisateur. Je suis un grand acteur de l'énergie chez qui on a travaillé, qui cherchait à améliorer l'efficacité de ses opérations de maintenance. Cette histoire, elle s'est traduite par une histoire partagée par le national, co-construite avec tous les sites qui avaient une identité visuelle dédiée, des relais dans chaque site, des objectifs clairs au national, mais aussi sur chaque site, des objectifs chiffrés et une communication relayée par les directeurs nationaux et sites. Alors, une fois que ce récit existe, la question suivante est comment on peut la traduire de façon très concrète au plus proche du terrain pour les différentes populations concernées. Et c'est justement le playbook qui permet d'apporter ce concret. Tout à fait, j'ai un peu trop anticipé. Donc, on a compris le pourquoi avec la One Share Story. Le playbook que nous allons vous présenter va maintenant permettre de comprendre ce que ça veut dire, les attentes spécifiques des collaborateurs. Il va expliciter les impacts du projet sur les rôles de chacun. Le playbook, ça doit être une sorte de guide opérationnel qui doit s'adresser au persona. Donc, le persona, j'imagine que vous avez tous des notions de ce que c'est la population homogène à travers certaines spécificités, comme par exemple générationnel, même grade hiérarchique, même métier, même géographie. Dans l'exemple précédent, ce serait par exemple une équipe de maintenance, une équipe logistique subdivisée sur chacun des sites. Et ce playbook, doit donc être un guide opérationnel qui s'adresse au persona, qui doit rester concret, qui permet de comprendre ce qui est attendu d'un point de vue opérationnel et qui doit rester spécifique pour vraiment mettre en avant ce qui va changer pour la personne. Si la One Share Story qu'on présentait précédemment doit inspirer et donner du sens, le playbook doit guider l'action. Si on voit de plus en plus de nos clients créer et bien expliquer une One Share Story, aujourd'hui, le playbook reste largement sous-utilisé et sous-estimé.
il ne faut pas confondre l'histoire globale, ce qui change pour l'entreprise, avec les impacts réels sur chaque personne. Par exemple, si je reprends l'exemple de Frédéric de l'outil, on met en place un nouvel outil, il ne faut pas confondre le playbook avec un guide utilisateur de l'outil qui va expliquer comment utiliser l'outil dans sa globalité. Le playbook doit expliquer comment l'outil va changer le rôle de la personne, ce qu'on attend de lui dans cet outil, ce que cet outil doit changer dans ses modes de travail, dans ses attendus, en revue de performance par exemple. Il va rappeler, ce playbook, la raison d'être du rôle dans l'organisation. Pour que, si on reste dans le même exemple, l'outil reste un vrai outil, une aide pour accomplir les tâches et pas une fin en lui-même. Le playbook doit donner du sens aux rôles qui vont devoir être pensés. Que ce soit des rôles de directeur du site ou de contrôleur de gestion, ils vont tous être impactés de manière différente. Par exemple, parce que l'allocation des activités ou l'accès aux informations va peut-être évoluer suite à ce nouveau contexte. Les formations même qui seront à effectuer peuvent être basées sur ce playbook. On ne va pas former indifféremment, de la même manière, tout le monde. On va cibler en fonction des futurs usages et des impacts. Sur le playbook, je me permets une petite interruption parce qu'on a une question en live et je me dis que c'est important d'y répondre maintenant. Faut-il un playbook par persona ? Il faut un playbook par persona. Le playbook, plus il est dédié à un persona, plus il va être concret et opérationnel et facile à utiliser. Je ne sais pas si tu veux. Non, c'est essentiel. D'ailleurs, on va aborder dans quelques minutes un exemple et on va voir comment le playbook se décline sur 3 personas spécifiques. C'est vrai. De la même manière qu'on vous a donné un script pour la One Share Story, vous allez trouver ici un exemple de sommaire pour le playbook. À nouveau, ce n'est pas un guide universel, mais ça peut guider ce que vous voulez mettre en avant. Un premier chapitre où, pour chaque persona, on doit mettre en avant qu'est-ce qui va changer pour lui, qu'est-ce qui change pour moi. Un deuxième qui va expliciter les avantages pour la personne et un troisième qui va expliquer comment naviguer le changement. Et donc, c'est bien pour ça qu'il doit être absolument spécifique à un persona ou un type de métier, parce que ça va être son mode d'emploi dans la transformation et clarifier ses attentes. Pour prendre une illustration, on a travaillé très récemment dans l'agroalimentaire et l'enjeu de la transformation, c'était de faire de la sécurité une priorité dans les projets d'investissement. Donc, dès lors qu'il y a une extension d'un atelier ou même un nouvel atelier qui est construit sur un site industriel. Pour cela, on a fait 3 playbooks sur 3 personas clés, le patron de site, le responsable de sécurité et le chef de projet qui est en charge de l'investissement. Donc, 3 playbooks et 3 attentes et très impacts qui sont très différents. Pour le patron de site, l'attente, c'était d'intégrer systématiquement la sécurité dans ses arbitrages d'investissement au même niveau que la performance et les coûts. Ce qu'il y avait à y gagner, c'était une meilleure maîtrise des risques et une maîtrise des accidents surtout. Et pour cela, on lui a donné des outils simples, des critères de décision intégrant la sécurité et surtout des nouveaux rituels de revue de projet. Pour le responsable de sécurité, l'évolution, c'était de passer d'un rôle de contrôle à un rôle de partenaire dans les projets. Ce qu'il y gagnait, c'était plus de légitimité, plus d'impact dans les décisions. Et là, le playbook clarifiait vraiment ces nouvelles attentes et les nouvelles activités qu'il devait opérer. On l'a également équipé de grilles d'analyse et de points d'intervention clairs dans les projets, avec des forums d'échanges structurés avec les chefs de projet. Et enfin, pour le 3e persona, 3e playbook, le chef de projet, l'attente, c'était d'intégrer la sécurité dès la conception et pas en fin de projet. Ce qu'il y gagnait, c'était moins de rework, moins de retard et surtout moins d'arrêt chantier. Et concrètement, on lui a mis un outil, une map et un certain nombre de standards pour savoir quoi faire à chaque étape. Et ce type de playbook, il doit être extrêmement visuel, très facile à s'approprier. Ça peut être des posters dans un certain nombre de salles communes ou des leaflets en quelques pages pour que le changement soit concret et que chacun puisse se l'approprier de façon extrêmement rapide. Donc, si je devais résumer ce premier bloc State the Change, l'explicitation du changement, l'idée est simple. Une transformation ne s'ancre pas uniquement dans un récit global, elle s'ancre quand ce récit est ensuite traduit de manière extrêmement pragmatique au bon niveau de l'organisation et donc au niveau du persona. Cela veut dire partir d'une direction commune, la One Share Story, puis la décliner au plus près des réalités de la transformation, la business unit, le métier, la géographie. L'objectif à chaque fois est le même,
donner aux équipes une raison claire de changer, le why, mais aussi des repères très concrets sur la manière de le faire, le how. Et là, c'est exactement le rôle du Persona Playbook, clarifier pour chaque population ce qui évolue dans ses responsabilités, ses nouvelles attentes, les comportements et les façons de travailler pour que le changement cesse d'être abstrait, théorique et devienne vraiment actionnable et clair. Autrement dit, on passe d'un récit commun à une mise en mouvement très concrète, guidée et collective des équipes. Et donc, quand on parle de mise en mouvement de l'organisation, c'est là où on parle de changement iconique. Et pour le coup, on change complètement de registre. Jusqu'ici, on parlait, on l'a dit, de récit, de traduction, de mise en cohérence. Ici, on parle de quelque chose de plus immatériel, qui sont les actes visibles qui montrent que la transformation est en marche. Le signal que le changement, c'est maintenant d'une certaine façon, et toute ressemblance avec un discours politique est bien entendu fortuite. Et c'est exactement le rôle d'un changement iconique. Un changement que les équipes peuvent voir, ressentir, expérimenter dans leur quotidien. Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose qui envoie un signal clair. Cette fois, on y est, on y va. Et c'est tout le sens de la formule « Go iconic, go quick, go together ». Il faut des signaux forts, visibles rapidement et surtout compris collectivement. Alors, l'idée, encore une fois, n'est pas de dire « Tiens, il suffit simplement de faire des actions visibles, car à elles seules, elles ne permettent pas le changement ». Une transformation repose évidemment sur un dispositif bien plus large, avec de la formation, l'accompagnement des équipes, des nouveaux outils, de nouveaux repères, et plus largement tout ce qui permet aux équipes d'adopter durablement une nouvelle façon de travailler. En revanche, les changements iconiques ont un rôle complémentaire, ils donnent un signal. Ils rendent le changement visible, tangible et immédiatement perceptible par les équipes. Ils montrent que la transformation n'est pas simplement une intention, un discours ou un plan long terme, comme on le voit dans beaucoup d'organisations, mais qu'elle commence déjà à se traduire dans les faits. C'est pour cela qu'on ne cherche pas uniquement un projet structurant que l'on va déployer sur plusieurs mois. On cherche des actions bien choisies, très visibles et alignées avec les priorités de transformation et capables d'envoyer ce signal. Et ces signaux peuvent prendre des formes très différentes. On a 6 catégories sur l'écran. Ça peut être des nouveaux objectifs de performance, ça peut être une gouvernance qui évolue, ça peut être des routines qui changent, ça peut être un leadership soit plus visible ou nommé sur des nouveaux critères, ça peut être un environnement de travail différent, ou ça peut être également des nouvelles façons de communiquer ou des temps collectifs différents. Encore une fois, l'enjeu n'est pas d'en faire beaucoup, l'enjeu c'est d'en faire quelques-uns, mais de faire les bons. Autrement dit, les changements iconiques ne remplacent pas le plan de changement, mais ils le rendent surtout visible. Dans le cas du premier exemple dont on parlait chez notre acteur de l'énergie et ses opérations de maintenance, ces changements iconiques se sont traduits par exemple par des indicateurs qui sont remontés au national dans les indicateurs de performance du site, un nouveau tableau de bord qui avait donc une grande visibilité. Ça a donc changé les objectifs des patrons de site et c'est un agenda qui est revu dans les comités de direction, 5 minutes par comité de direction, systématiquement dédié à ce sujet depuis maintenant plus de 2 ans. Et ça, on insiste, parce que c'est vraiment un sujet qu'on travaille aussi bien en stratégie de changement ou dès les premières étapes du changement. L'identification de ces changements iconiques sont vraiment un game changer, et ça fait beaucoup d'anglicisme, mais ça fait vraiment la différence parce que ça montre qu'on n'est pas sur une énième transformation et que la transformation est déjà inscrite dans le quotidien. On arrive sur le dernier élément qu'on voulait vous partager aujourd'hui, les communautés. Donc, si nos clients, de ce qu'on voit, se concentrent de plus en plus sur le premier pilier et font des efforts sur le deuxième, la troisième étape d'ancrage est encore très sous-estimée. C'est pourquoi nous voulions vous partager ce principe des communautés. Les communautés, ça doit vous permettre de répondre à comment on arrive à rassembler les mêmes personnes qui partagent les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes enjeux et qui peuvent échanger sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est le levier le plus important pour que les playbooks qu'on vous présentait avant soient adoptés et pour que ce qui a été mis en place soit pérenne. Les communautés vont répondre à 2 enjeux, comment être dynamique et comment être ensemble. Dans ces communautés, on va identifier des agents du changement, les change agents.
parmi l'ensemble des personnes, ce sont ceux qui vont avoir un coup d'avance sur le changement, qui vont participer à l'animation, qui vont avoir un rôle important dans la pérennité de cette transformation. On vous partage ici un élément méthodologique, comment construire des communautés. 4 étapes. La première, on cartographie. Ici, vous avez un exemple où on va mettre en colonne les métiers et en ligne la géographie, mais ça pourrait être d'autres spécificités qu'on utilise, comme par exemple le niveau hiérarchique, la spécialité fonctionnelle. Et on va regrouper les personnes dans cette matrice. Au croisement de chacune des colonnes et lignes, on va faire une évaluation de la change readiness, donc la propension à aller vers le changement. On peut le faire via des entretiens, on peut le faire via des outils de mesure. Ça va nous aider à mesurer à quel point il va falloir mettre de l'effort pour embarquer ou non. Au sein de chacun de ces intersections, ces carrés, on va identifier les agents du changement, ces personnes qui peuvent avoir une grande influence, qui peuvent être moteurs, qui vont participer à l'ancrage et à l'animation de ces communautés. Et ensuite, on va créer l'ensemble des outils pour gérer ces communautés. Ça peut être des outils de collaboration très simples, Teams, Monday, on en connaît tous 1 million. Ça peut être aussi la mise en place d'espaces physiques dédiés où les gens vont pouvoir échanger, prendre le café, déjeuner. Et ça va nous permettre tout au long de ce projet de mesurer le niveau d'adoption. Ce genre de cartographie, je pense que vous l'avez vu à travers certains de vos projets, peut avoir plein d'autres avantages, ne serait-ce que pour mieux comprendre son organisation et mieux la piloter. Et vraiment, la façon de choisir comment on va découper l'organisation par site industriel, par fonction et souvent par ce croisement-là, permet aussi bien de faire l'évaluation et le diagnostic initial que de piloter l'adoption du changement tout au long de la transformation. Donc, cette cartographie et la façon dont on va la construire est également un point qui est extrêmement structurant dans le pilotage du changement dans une transformation, qu'elle soit industrielle ou organisationnelle. Dans une société du spatial, on avait travaillé avec des chefs de projet où ils avaient un enjeu de monter en compétence sur la sensibilisation et les réflexes qu'ils avaient autour de la compétitivité et de leur connaissance de la gestion de risque autour du planning. On a travaillé avec ces chefs de projet toutes les 2 semaines pour partager l'utilisation de nouveaux outils autour du coût, du planning, pour anticiper les revues de projet, pour les préparer avec eux, pour mettre en place des nouveaux réflexes pour anticiper les potentielles déviations et mettre en place des plans d'action. C'est un projet qui a duré 3-4 mois, qu'on a ensuite passé en interne. Les groupes étaient créés, ils échangent encore aujourd'hui, ils échangent encore sur les revues de projet, sur les solutions qu'ils ont mises en place, mais aussi sur les nouveaux problèmes qui ont émergé depuis, parce que ça vit, et sur les solutions qu'ils vont mettre en place. Et ça, on l'a fait dans le spatial sur des populations de chefs de projet ou de Work Package Manager, mais on le fait également sur des sites industriels, sur des transformations de lean management ou d'excellence opérationnelle. Comment un certain nombre de populations, d'opérateurs, de maintenanciers, de shift leaders peuvent partager un certain nombre de leurs remarques, situations rencontrées, difficultés rencontrées, succès rencontrés, pour que ça puisse permettre de polliniser ou de transférer des bonnes pratiques d'un site à un autre, d'un shift à un autre, en fonction des enjeux et du type de transformation. Tout à fait. On arrive au bout des 4 éléments qu'on voulait vous présenter. Peut-être un petit élément de conclusion avant de prendre quelques questions. Donc, ce schéma résume assez bien l'ambition de notre approche du changement, et on s'inscrit dans une logique très classique, celle de la courbe du changement. Dans toute transformation, on passe jamais directement de l'annonce à l'adhésion, on traverse généralement plusieurs étapes. D'abord l'inquiétude, parfois la frustration, ou encore le repli, puis progressivement l'acceptation, la compréhension du sens et enfin l'engagement. Les différents éléments de méthode autour de la One Share Story, du playbook, des communautés, des changements iconiques, et vraiment d'accompagner ce passage, voire de l'accélérer étape par étape. Comment on arrive à faire passer les équipes de « je suis inquiet » à « je comprends pourquoi », de « cela me frustre » à « je peux m'exprimer », de « je me protège » à « je me sens capable », et au fond de se dire « est-ce que je peux faire confiance » à « je vois que l'organisation et mon management sont alignés, donc j'ai envie d'en être ». Et c'est justement tout le sens des différents éléments de méthode
que nous avons essayé de partager aujourd'hui. Encore une fois, on a fait le choix de certains d'entre eux par rapport à tous. Dans des environnements de transformation, on voit quelques questions de transformation organisationnelle avec nos clients industriels. Et bien sûr, dans des transformations qui sont plus proches des sites industriels ou des transformations des opérations en tant que telles, ce sont des méthodes qui sont complètement applicables. Peut-être merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a eu quelques questions. On a quelques questions, on a tenté de répondre à quelques-unes en live. On a une autre question très concrète sur le playbook et ensuite une question sur l'écoute des salariés. Je vous propose de prendre celle du playbook parce que vous avez déjà commencé à y répondre un petit peu au cours du webinaire, mais revenons dessus très concrètement si vous le voulez bien. Que considérez-vous comme une bonne taille, un bon format pour un playbook? Tu parlais d'un flyer, de poster, mais très concrètement, qu'est-ce que c'est un playbook? Alors, typiquement, sur le sujet agroalimentaire, on a évoqué sur comment on fait de la sécurité un enjeu prioritaire de différentes équipes. On l'a fait en 2 étapes. Donc, il y a eu un premier playbook qui, j'avoue, était un petit peu épais, parce qu'on était plutôt à 20, 25 pages, voire 30 pages pour chacun des 3 personas. Donc, ça rentrait dans un niveau de détail extrêmement important parce qu'on avait l'ensemble des décisions, l'ensemble des RACI, l'ensemble des différents scénarios qui étaient clarifiés. Mais dans un deuxième temps, on a pris un petit peu de recul et chacun des playbooks tenait sur un leaflet de 4 pages. Donc, 4 pages x 3 parce qu'il y avait 3 personnages, donc 12 pages, mais qui étaient vraiment séparés. Donc, on l'a fait vraiment dans une double détente. Parce qu'il fallait être assez précis pour envisager tous les différents scénarios et tous les cas et situations rencontrées par les 3 personas. Et après, on a décidé d'en faire une version beaucoup plus visuelle, beaucoup plus facilement appréhendable et que l'on retient bien plus facilement. Merci beaucoup, Frédéric. On a une autre question sur l'écoute des salariés. Que pouvez-vous nous dire, nous conseiller sur la mesure de la motivation et l'écoute des collaborateurs? Oui, vas-y. Donc, l'écoute des salariés et des collaborateurs pendant une transformation est un point extrêmement central et pour nous, il est même indispensable. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu faire un webinaire que sur ce sujet-là. Déjà, je vais distinguer 2 types d'écoute. Il y a l'écoute initiale et celle qui se fait tout au long du projet. Celle qui est initiale, elle est extrêmement importante pour capter et évaluer le niveau de préparation au changement des équipes. Comprendre est-ce que les équipes comprennent pourquoi on change, est-ce qu'elles se sentent concernées, est-ce qu'elles se sentent en capacité de réussir ce changement, est-ce qu'elles comprennent les bénéfices de ce changement. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on reprend un peu la matrice et la cartographie de l'organisation, ça va nous permettre de vraiment déterminer la change readiness de l'ensemble des personas, parce que bien sûr, on le fait persona en fonction des entités organisationnelles choisies. Donc, on verra, par exemple, le sujet responsable de site en fonction des sites, quelle est la maturité ou sa capacité à embrasser le changement de façon plus ou moins facile ou pas. Et ça nous permet de travailler une stratégie de changement et de se dire comment on va travailler avec les équipes de façon bien plus ciblée et de façon bien plus efficace. Ensuite, il y a un deuxième type d'écoute, celle qui s'inscrit dans la durée. Et souvent, on conseille de faire une écoute tous les 3-4 mois pour pouvoir justement piloter le changement de façon assez efficace. Là encore, ce n'est pas simplement un ressenti général qui doit être mesuré. Il faut qu'on mesure, est-ce que les équipes comprennent ce qu'on attend d'elles? Est-ce qu'elles comprennent pourquoi on fait ce changement? Parce que plus on communique, plus elles doivent comprendre l'intérêt du changement. On doit également mesurer si elles disposent des bons outils et des bonnes compétences pour réussir ce changement. Est-ce que par hasard, il y a des irritants ou des blocages qui émergent tout au long du changement? Donc, c'est tous ces éléments qu'on mesure. Et autre point important, c'est comment sont traités ces résultats. Ils sont traités par un change office qui peut être central, mais surtout, ils doivent faire l'objet de discussions avec les fameuses communautés que Julie évoquait, parce que c'est justement en travaillant les résultats au bon niveau avec les communautés que l'on peut travailler des plans d'action qui sont au plus près des équipes et qui permet vraiment de jouer
le rôle de cette tour de contrôle est d'apporter des réponses et des solutions concrètes au bon niveau. Donc, les résultats doivent être interprétés, travaillés, socialisés, pas simplement avec un change office global, mais également avec les communautés. Si je peux compléter peut-être, pardon Myriam, ça dépend aussi, au risque de faire une réponse de consultante, du projet business et de l'ampleur de la transformation. Le but, c'est pas non plus de submerger les collaborateurs sous des questions qui vont aller mesurer plein de choses, parce qu'on peut mesurer toujours énormément de choses dans un changement. Et j'ai 2 exemples très opposés. Un projet sur lequel, avec Frédéric, on avait fait des entretiens avec pratiquement 90% des personnes, donc soit en individuel, soit en groupe, mais pour être sûr d'avoir vraiment la vision totale de l'entreprise, parce que c'était un sujet organisationnel avec un impact social très fort, comme un sujet où il était beaucoup plus vaste et il ne nécessitait pas autant d'entretiens. Et là, on avait plutôt fait des sondages ponctuels qui permettaient d'avoir la vision quantitative sans forcément submerger les personnes sous des entretiens et plus de profondeur. Donc, évidemment, c'est à adapter. Merci Julie. On a une autre question sur le change large, une expérience. Je vous pose la question directement. Pouvez-vous partager une expérience réussie d'intégration de grande envergure, multisite, multi-pays, suite à une opération de M&A où l'enjeu majeur est un alignement du management, top et middle, sur une cible partagée? Tout à fait. Alors là, ça apporte un niveau de complexité supplémentaire parce qu'on est dans une M&A, donc dans une fusion et acquisition, où on a des repères organisationnels, managériaux et culturels complètement différents. Donc, par rapport à un projet de changement classique, réorganisation, nouvelle organisation, nouvel outil, nouvelle façon de faire, il faut intégrer également une analyse des écarts en termes culture. On a pu travailler dans le oil and gas sur ce type de sujet, où on a complété toute notre approche par une analyse culturelle et voir sur comment on prend l'innovation, comment on prend la prise de décision, comment on prend tous les sujets réglementaires, comment on prend, encore une fois, beaucoup de dimensions qui permettent de déterminer est-ce qu'il y a des écarts ou pas. Ensuite, on se pose la question, la Winchesterie prend une dimension tout à fait différente parce qu'on se pose la question comment on va la travailler successivement avec les différentes parties. Et donc là, dans la stratégie de changement, on a pu travailler sur une vision du changement. Alors, dans ce cas-là, après voir si c'était la bonne solution, on l'avait travaillé à travers des entretiens avec chacune des 2 équipes. Après, on avait pu travailler sur une histoire commune en rassemblant les équipes, avec tous les enjeux, sans rentrer dans trop de détails, où forcément, quand on rapproche les 2 équipes, certains font partie de la nouvelle équipe de direction, certains pas. C'est pour ça qu'on ne travaille pas avec l'équipe de direction, mais on travaille avec le senior management pour être sur des éléments extrêmement larges. Donc, il faut adapter, entre guillemets, les approches en fonction des enjeux et surtout comment va être redécoupée la nouvelle organisation. Mais avec plaisir, alors je n'ai pas vu la question, c'est bien qui l'a vu, mais avec plaisir pour en parler de façon un tout petit peu plus détaillée. Parce que c'est un sujet qui est assez large. Surtout, ça me fait penser à un autre projet qu'on avait fait dans le secteur du transport qui avait les mêmes sujets et on avait beaucoup travaillé essentiellement avec le management pour définir ce changement et la nouvelle direction. Il nous reste 3 minutes. Je vous propose qu'on prenne. J'ai 2 nouvelles questions. Une première sur les playbooks et une deuxième sur la priorisation des choses. Sur les playbooks, je sais que c'est un sujet qui souvent plaît beaucoup et donc on a des questions très précises. Quand vous évoquez les playbooks, il semble que vous pensiez surtout à des supports physiques, manuels, posters. Jugez-vous qu'il serait préférable que cela peut être un support en ligne, un site internet, intranet dédié à l'initiative de changement, par exemple? Oui, sans aucun souci. Le format importe peu, presque, tant que tout le monde y a accès facilement et que tout le monde a un contenu qui lui est dédié. Donc, un site, s'il est facilement navigable, peut parfaitement répondre à la question tant qu'il respecte, on va dire aussi, les 3 étapes principales qui sont qu'est-ce qui change pour moi, comment ça me bénéficie et comment je vais pouvoir, je dois changer mes modes de travail, où est-ce que je suis attendue à la suite de ce changement. En complément, c'est vrai qu'on se pose toujours la question quel est soit le canal qui est le plus efficace pour accéder, entre guillemets, à la cible, donc au persona, soit on se pose la question quel est le canal
qui exemplifient plus les nouveaux modes de fonctionnement. Donc, typiquement, si on veut mettre en place une nouvelle plateforme de collaboration dans le futur modèle, et ça fait partie des nouveaux comportements qu'on souhaite promouvoir, le playbook devra faire partie de cette plateforme-là parce qu'il doit exemplifier et représenter les nouveaux comportements. Donc là aussi, on se pose à chaque fois la question, quelle est la meilleure tactique pour amener le plus efficacement et avec le bon message le playbook à son destinataire, donc l'individu qui appartient à un persona. Et peut-être la toute dernière question sur la minute qui nous reste, qui nous servira peut-être de conclusion. Si nous n'avons pas les ressources pour tout faire, comment choisir et comment prioriser ? Je peux répondre partiellement et je laisserai peut-être Frédéric compléter. Alors, il faut évidemment ne pas avoir les ressources pour tout faire ne veut pas dire passer sous silence toute la partie stratégie du changement. Ce qui peut être fait en revanche, ça peut être par exemple travailler d'abord sur les personas qui vont être le plus impactés, ceux qui vont être impactés en premier, ceux qui vont être le plus impactés, ceux qui sont peut-être dans la cartographie qu'on a vue, les plus réticents au changement ou les plus effrayés, le mot est un peu fort mais pas tellement, par ce qui va changer pour eux. Donc se concentrer sur la partie personas principaux. On peut se concentrer aussi sur la partie, sur travailler une partie de l'histoire d'abord et ensuite la suite de l'histoire au fur et à mesure que la stratégie se met en place aussi. Donc, une subdivision qui permet, on va dire, de hiérarchiser l'effort. Je pense que je vais rebondir parce que Julie a complètement raison sur le sujet de l'agroalimentaire. On vous a présenté 3 personas, c'était les plus critiques, mais dans la réalité, il y avait bien plus de personas qui étaient impactés par la sécurité, les membres des équipes projet, les sous-traitants et d'autres. Et là, on avait décidé d'en prendre 3 parce que il fallait adapter en fonction des ressources, des budgets et du temps qui était alloué pour ce sujet-là. Donc ça, c'est une des façons les plus importantes, mais néanmoins, il faut le faire. Ça, je pense que le playbook, même si on le fait de façon dégradée, c'est ce qui donne vraiment un guide et qui rend la transformation très concrète pour les équipes. Le deuxième, il ne faut pas sous-estimer les iconic change parce que, entre guillemets, c'est assez peu consommateur de ressources. Rajouter un KPI sur un dashboard, comme le disait Julie, rajouter un point d'agenda à des revues projets, réfléchir à d'autres objectifs dans la feuille d'objectifs de certains personas clés. Entre guillemets, bien sûr, c'est un temps de réflexion, mais ce n'est pas des ressources qui sont dédiées à un sujet. Et ça peut être fait de façon assez simple et l'impact est extrêmement fort. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à faire et qui est à faire, quelle que soit la situation budgétaire et ressources du changement à entreprendre. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup Frédéric.